Alors, merci à tous de nous avoir accueillis. Je reviens moi aussi sur les propos de Madame Benedetti qui a exprimé peut-être des craintes, mais qui a exprimé aussi des concepts assez majeurs que Gilles a évidemment largement commenté. C'est évidemment, elle a employé beaucoup le mot territoire et elle a également dit c'est le moment de travailler ensemble. Donc, en effet, il y a eu des rapports, Gilles en a parlé, mais on a l'impression qu'il y a aujourd'hui une fenêtre qui s'ouvre. Et la preuve en est que par rapport à un rapport, une mission que nous avons faite l'année dernière, elle est reconduite cette année et qu'il semblerait que on s'approprie un certain nombre de dispositifs qui avaient été préconisés dans ce premier rapport. Alors, je veux la rassurer également. Je ne pense pas que nous soyons aussi technocrates que cela, mais c'est amusant. Mais en fait, on est soucieux d'imaginer le fonctionnement de l'État afin que tous les acteurs puissent être présents et les acteurs qui prennent les décisions à leur niveau, les bonnes décisions et qui font remonter tout le dispositif. À travers cette mission, j'ai aussi, je me suis rendu compte, bon, j'ai découvert bien entendu Gilles Pipien, grand expert des inondations et des risques naturels en général, ainsi que Thierry Galibert. Et cette mission de conseil est devenue assez rapidement une mission de convaincre, parce que ce n'est toujours pas, enfin, c'est pas simple de convaincre nos grands directeurs d'administration centrale, de convaincre nos ministres et leurs cabinets d'un certain nombre de dispositifs à mettre en place. Donc convaincre de placer le dispositif, les territoires au centre du dispositif, complètement. Un dispositif qui gagnerait à être animé malgré tout au plan national. Voilà. Mais c'est simplement une animation. Alors je fais donc le pas de côté et j'en profite pour saluer le capitaine Jalabert, parce que je reviens du colloque des SDIS qui a eu lieu à Granville. Et le colloque des SDIS dont l'intitulé était les retours d'expérience, parce qu'il se pose également cette question des retours d'expérience et comment passer du constat des interventions vers plus de prévention, plus d'efficacité, plus de fluidité. Et ils étaient également aussi dans cette crainte, puisqu'ils ont, on va dire, ils ont deux structures un petit peu prégnantes de tutelle qui vont être le ministère de l'Intérieur et les agences et le ministère de la Santé, et où en effet il y a un petit peu des mouvements contradictoires entre des mutualisations au sens on va dire, de rapprocher les forces agissantes vers une mutualisation géographique, c'est-à-dire remonter vers quelque chose de plus régional, c'est-à-dire notamment les SAMU, au travers des agences régionales de santé, alors que les personnes qui travaillent sur le terrain, elles, ont envie de transversalité et veulent faire du rapprochement, ce qu'ils appellent le rapprochement 15-18. Donc voilà, on en est tous là, c'est-à-dire qu'il faut trouver les moyens les plus efficaces pour que tout ça fonctionne, et ce n'est pas toujours simple, donc c'est pour ça que notre mission, c'est une mission qui doit convaincre. Voilà, merci. Tu as raison, Gérard. C'est un point clé que j'ai oublié. Nous sommes allés rencontrer la Direction générale de la santé et l'Agence nationale de santé publique. Il a fallu une thèse d'étudiant de Montpellier en 2013 pour être capable d'approcher le nombre de victimes par inondation depuis 30 ans dans Méditerranée, en zone méditerranéenne. Nous n'avons aucune mémoire des décès et des blessés. Après Xintia, l'Agence de santé publique et le CHU local ont mis en place une cellule d'accompagnement psychologique qui a duré pendant 1 an, mais qui a permis de découvrir qu'il y avait des gens qui décédaient bien après, tout simplement parce qu'il y avait du stress, etc. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, que quand un blessé en pleine inondation arrive dans un hôpital, on va noter sa pathologie, il a le bras cassé, il a je sais pas quoi, on ne va pas dire que c'est lié à l'inondation. Et puis j'ai vécu de près les Alpes-Maritimes en 2015. Et notamment l'inondation du rez-de-chaussée d'une maison de retraite.
les 2 personnes les plus valides se sont levées, mais comme il y avait 1,50 m d'eau, se sont noyées. Au bout de 5 heures dans le noir, dans le froid, dans l'eau, les pompiers, dans des conditions absolument ahurissantes, ont réussi à évacuer les 20 autres personnes gravataires. Dans les statistiques des Alpes-Maritimes après inondation, on a dit qu'il y avait eu une vingtaine de morts, dont ces 2 personnes en maison de retraite. Ce que m'a dit l'Agence de santé publique et son antenne locale, c'est que sur les 20 personnes évacuées, il y en a 18 qui sont décédées dans les 3 semaines. Et ça, n'importe quel psychologue ou gériatre peut vous expliquer pourquoi. Le changement brutal de situation et le stress. Nous n'avons... Et récemment, il y a une étude qui est sortie sur les cyclones à Porto Rico. On avait dit qu'il y avait 30 morts. L'analyse montre que dans les 3 mois qui ont suivi, il y a eu 1400 décès. Donc quand on fait des calculs, il nous faut nous rapprocher aussi du ministère de la Santé et il faut travailler avec eux. Et localement, j'ai rencontré Darcourt, le directeur général de l'Agence régionale de santé, il est complètement ouvert à ces questions. Mais c'est vrai que ce sont des acteurs qu'on oublie. Je m'excuse, j'ai été long. Vous comprenez que c'est un sujet, ça fait 30 ans que j'y travaille, mais je trouve que la solution, elle est chez vous. Et c'est un technocrate, c'est-à-dire un ingénieur qui est sous l'autorité d'un gouvernement démocratiquement élu. C'est ça, un technocrate. Merci beaucoup pour votre engagement vibrant et sensible.